Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue. Merci de choisir Canal Algérie pour passer une bonne heure en notre compagnie. Avec toute l'équipe, nous vous avons préparé une feuille de route bien chargée avec des thématiques très intéressantes. En tout cas, il y aura pour tous les goûts, c'est le moindre qu'on puisse dire cet après-midi. Eh bien, pour commencer, nous allons parler de la journée internationale du jazz. Eh bien, justement, qui va être marquée par un beau spectacle sous l'initiative de notre invité Abdelhakim Issa. Alors, une belle soirée qui vous attend du côté du Théâtre national algérien Mahidine Bachtalzi, avec plusieurs groupes, notamment l'Abdelhakim Steps. En tout cas, nous aurons tous les détails dans un tout petit moment avec notre invité. Et puis, vous vous êtes habitué à l'instant littéraire du mercredi après-midi, signé Faisal Bayoud. Et aujourd'hui, nous avons, ou alors il a invité donc une jeune autrice, j'ai envie de dire, Ikram Zibani, donc qui nous fait le plaisir d'être avec nous également cet après-midi. Puis nous allons du côté étudiantin, hein, voilà les activités de l'association des étudiants en pharmacie avec un bel événement, en tout cas qu'il a déjà commencé hein, depuis le 12 avril. Il s'agit d'une campagne de sensibilisation, de dépistage national. Et bien pour en parler et donner plus de détails, une jeune étudiante en pharmacie, elle est en deuxième année. Il s'agit de Fifi Bourkaïeb qui est avec nous cet après-midi. Et bien évidemment, la team du mercredi, Wahida et Yasmine. Donc Wahida pour la rubrique Le saviez-vous, le chaque mercredi, et Yasmine pour la rubrique Inspiration Habitat. Nous verrons ensemble tout à l'heure de quoi il s'agit, en tout cas les conseils de Yasmine de ce mercredi. Voilà donc le programme de l'émission. Restez bien évidemment avec nous. Nous allons vous offrir une chanson pour accueillir et recevoir tout ce beau monde. À tout de suite. في قلب قباب جواهرها من الوريق تلالي هايلي ومالي والفراشات لا هي في شام ولا في مصر بين زوج بلنزات مقابله صف دوالي هايلي ومالي حين يسهى تردفلو الريام كيسان الخمرات ما تدوم الحكمة اللي ما قرا حروف البالي هايلي ومالي كيف منا مفاق صاب غير يدو في الصحراء ما تدوم الحكمة اللي ما قرا حروف البالي هايلي ومالي كيف منا مفاق صاب غير يدو في الصحراء
مكتوب له رسمي تهجيج سحار اكتب له حروف تهجاجو لو جالي انا نكون ليه عليج لو كان جالي انا نكون ليه عليج نبطل سحرو ونعد مزاجو زاجو منين تاه خليه فتي خليج منين تاه خليه فتي خليج جفن بغير قلوع سايح في مواجو والبحر مهول البحر مهول يا وعدي ورياح وهاجو ما جبر الخروج من البحر مواج المالي أي المالي طاح في بحر لا يدري له خرج ولا درا زلغوا شيطان ورماه في التلت التالي أي المالي ما بقى له صاحب ولا صديق ولا له نعرة واش فايت من لا عنده حبيب ولا له والي أي ومالي ما عليه بنقصان ولا يجيه الفساد معرة ينسلب من وكرو العز والمقام العالي أي ومالي غير يشقى من يصحب في الزمان راجل او مرا ما تدوم الحكمه اللي ما قرا حروف البالي هايلي ومالي كيف منا مفاق صاب غير يدو في الصحراء ما تدوم الحكمه اللي ما قرا حروف البالي هايلي ومالي كيف منا مفاق صاب Voilà, j'espère que vous avez apprécié ces belles mélodies, cette belle voix et cette très belle chanson de Hachmi Gerwabi. Et dans le clip, on a pu voir en tout cas des grands noms, hein, des musiciens, des artistes qui ont marqué justement la musique shabi. On a pu voir Skenderani, le Beji, en tout cas, et puis ils nous régalent à chaque fois avec toutes ces belles chansons. Et puis il est temps pour moi d'accueillir mes invités comme il se doit. Je vais commencer par une jeune autrice qui nous fait le plaisir d'être avec nous cet après-midi. Ikram Zibani, comment ça va? Ça va, merci. Bienvenue. Merci beaucoup, merci pour l'invitation. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Et donc aujourd'hui, vous allez justement participer à la rubrique de Faisal Bayo de l'instant littéraire. En tout cas, on a hâte de découvrir bien évidemment votre style, votre livre et tout ce que vous faites bien évidemment dans ce domaine. Et merci d'être là. Et puis, j'ai le plaisir d'accueillir également Fifi Bourkaïb. Comment ça va? Ça va, et vous? Ça se passe bien? Très bien. Les études? Ça se passe. Donc, étudiante en deuxième année de pharmacie, c'est ça? Oui. Voilà, et aujourd'hui, vous représentez justement l'ACEPA, qui est l'association des étudiants en pharmacie. Et bon, vous organisez tout au long de l'année beaucoup d'événements. Oui. Et aujourd'hui, on va parler d'un événement très important qui se déroule en ce moment d'ailleurs. En tout cas, je reviendrai vers vous. Et puis, on va passer à la musique. Je l'avais dit tout à l'heure, on va marquer aujourd'hui la journée internationale du jazz avec un très beau spectacle qui va être assuré par notre invité, Abdelhakim Aïta. Comment ça va? Bonjour, salam alaikum. Ouais, merci pour l'invitation. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Vous n'êtes pas venu les mains vides.
Non. Avec un instrument. Et quel instrument, hein, quel instrument. Exactement. Voilà, le goumbri. Et il se trouve qui vous accompagne, bien évidemment, mais que vous fabriquez. C'est ça aussi voilà. Qui fait votre particularité. En tout cas, on va tout savoir dans un tout petit moment. Et j'ai le plaisir d'accueillir également Faisal Bayoud. Comment ça va? Bonjour Lilia, ça va, merci à toi. Depuis la semaine passée, ça va? Très bien. Alors aujourd'hui, on est en bonne compagnie. Tout à fait, exactement. Très bien. En tout cas, on a hâte de découvrir ce que vous allez partager avec nous, avec les téléspectateurs. Donc, on va commencer justement par parler de musique, hein, un petit peu découvrir le profil de notre invité, donc Abdelhakim Ait Issa. Voilà, donc on commence par l'événement. Hein. Donc, vous avez décidé, vous l'avez déjà fait, et vous relancez le challenge, hein, j'ai envie de dire, cette année, en marquant la journée internationale du jazz. Alors, parlez-nous déjà de ce projet, cet événement. Bon, la journée internationale du jazz, c'est le 30 avril. Elle a été institutionnalisée par l'UNESCO et la fondation Herbie Hancock, qui est un pianiste de jazz très important. Exact, très connu. Et comme nous avons, dans le projet que je défends, Abdelhakim Steps, il y a une forte influence de cette musique-là. Et que donc on a voulu participer aussi à notre manière. On l'a déjà fait l'Am les fêtes avec mon manager Madame Shahine Asghir. On a organisé tout ça, ça s'est bien passé. L'Am les fêtes, c'était juste le groupe Tana. Et cette année, on a décidé de le célébrer encore une fois en partenariat avec le Théâtre national algérien, à Théâtre Saha d'ailleurs. Et avec deux autres groupes. C'est ça. Donc justement, il n'y aura pas que Abdelhakim Steps, mais vous avez fait appel à des musiciens aussi passionnés par cette musique, qui font plein de belles choses dans ce style musical. Tout à fait, tout à fait. Ça, hein. Donc il y a une formation qui s'appelle Tinit. Un groupe algérien. C'est un groupe 100% algérien, bien sûr, qui font de la musique, disons, en performance, parce qu'il y a non seulement de la musique, mais aussi des projections d'images vidéo. Et à la base, c'était un collectif qui se voulait être pluridisciplinaire, Tinit. Et là, ils viennent de sortir leur premier album. Donc, c'est de la musique un peu expérimentale, un peu jazzy, très algérienne, bien évidemment. À l'écoute, on va s'en... Il y a toujours la sauce algérienne que vous rentrez justement dans le jazz. C'est ça. D'ailleurs, l'identité musicale dans ce contexte bien précis, elle ne peut pas on ne peut pas y échapper nous-mêmes. Quel que soit le style dans lequel on va évoluer, elle va s'imposer d'elle-même. Exactement. Et un Algérien va la ressentir. Elle est en nous, oui, c'est ça. Donc voilà, c'est un peu aussi une manière pour nous aussi de créer l'événement, qu'il y ait quelque chose qui se passe. Exact. Et puis, bien sûr, beaucoup de personnes adorent cette musique et je pense qu'on n'a pas la chance justement d'aller voir des concerts où justement on propose de la musique jazz. Le bal sera ouvert par un musicien qui est basé en Suisse, qui s'appelle Anwar Sherif Qaddour, qui joue de la mandole et qui chante et qui aussi a une forte influence jazzy. Moi, j'aime beaucoup ce qu'il fait. D'ailleurs, j'ai découvert grâce à Shahinaz qui me l'a présenté. Je ne connaissais pas du tout, mais quand j'ai écouté, j'ai vu les vidéos Théo, vraiment, donc, il est venu pour un projet personnel. Et vous avez profité de l'occasion pour le convier, justement. Musicale, voilà, justement. Et on l'a convié à cet événement et voilà, Inch'Allah, ça va être une belle fête. Très bien, en tout cas un bel événement, un mélange où 3 groupes justement vont être sur scène. Là on peut voir l'affiche, donc prévu le 30 avril à 19h30 du côté du Théâtre national algérien Mehidine Bachtarzi. Donc vous aimez cette musique, vous faites plein de belles choses, toujours dans le jazz. Mais vous passez aussi beaucoup de moments, j'ai envie de dire, dans votre atelier, n'est-ce pas? Et c'est un endroit très spécial, d'après ce qu'on m'a dit. Je ne sais pas s'il est très agréable, très nostalgique. En tout cas, il y a plein d'émotions qui se mélangent quand on vient vous voir, n'est-ce pas? Parlez-nous justement de cet atelier, ce que vous y faites. Bon, c'est un espace modeste, pas très grand, voilà. modeste. C'est pas
un très grand espace, mais en tout cas, il est suffisant pour que je puisse passer du temps là-bas et fabriquer des instruments. Voilà, c'est ça. Donc, vous fabriquez aussi des instruments de musique, deux en particulier traditionnels, le gombri et le glal. Voilà, parlez-nous justement du gombri, cet instrument extraordinaire. Alors, le gombri, j'en ai un là, je vais vous le montrer, voilà, ça va être plus simple. Très beau, hein, il est noir, c'est du cuir. Voilà, c'est une caisse en bois. Exact. Et surmontée par une peau animale. C'est ça. En général, c'est de la peau de chèvre ou de la peau de chameau. C'est ça, voilà. Avec un manche et 3 cordes. Exact. Celle du milieu n'est pas pincée ici, c'est-à-dire elle joue librement. Et les cordes, ici, c'est du boyau, boyau de bouc. D'accord, wow. Voilà, mais on peut utiliser du plastique ou d'autres. Plus on va vers le naturel, mais je pense voilà, mieux, vraiment au départ, c'est du boyau. C'est-à-dire ils ont utilisé du boyau séché, qui est séché au mabroum. D'accord, c'est ça. Tressé comme ça, de façon à ce que ça devienne une corde. Au départ, il n'y avait pas les mécaniques. Ça a été une évolution qui a été apportée avec le temps par les joueurs de gombri. Donc c'était vraiment... Les fils étaient tenus par des cordons, Hanaya aussi par des cordons, et vraiment pour accorder l'instrument, ça se faisait à l'oreille. Et il fallait tirer sur le fil, tout ça. C'était vraiment un truc très particulier. Et puis à l'oreille aussi. Hein, et à l'oreille. Des règles jusqu'à présent, il y en a qui règlent à l'oreille. Ou le système qui a les cordes, il existe encore avec les cordons Hanaya. Mais il y a des gens du Diwan qui utilisent les gombris comme ça. Très bien. Et comment vous vous êtes justement retrouvé à fabriquer cet instrument? Bon, j'aime bien le style Hadaya, le Gnawa, le Diwan, depuis très longtemps. Parce que déjà, Babasel. Attiré par ce style de musique. Déjà, Babasel, on en garde tous des souvenirs, n'est-ce pas? Voilà, avec le Faisal, quand il arrivait, on l'entendait arriver de loin. C'est ça, ils font la quête pour justement pouvoir payer les animaux qui seront sacrifiés le jour du Diwan, dont la viande sera partagée entre la communauté. Et voilà, ça leur permet d'avoir de manger bien. Et un moment aussi agréable, un moment très convivial, très agréable, de musique, de partage. Et à la base, en fait, c'est un instrument qui nous vient d'Afrique subsaharienne. C'est-à-dire qu'il y a eu une migration des populations subsahariennes et qui ont apporté avec eux cet instrument-là, dont l'ancêtre est le Ngoni. Oui, c'est ça, l'ancêtre de l'instrument. Voilà, qui a pris cette forme-là. C'est un peu plus simple, je pense. Plus non, simple, là, il a été simplifié. D'accord. Ah, je pensais le contraire. 7 cordes. Enfin, il y a plusieurs types de Djilingoni. Comme il y a plusieurs types de gombri. En l'occurrence, Awisha, c'est le modèle moyen. Et Fokha, c'est le gombri, plus gros. Ou Tahta, c'est le Soussan. Ou Tahta Soussan, c'est le Gnibri. Ok, miniature, gombri miniature. Le gnibri, avec lequel jouait aussi en particulier Cheikh Namous du Chabi, où les can fait le fkroun mel taht. Voilà, c'est ça. Il y avait une carapace ça nous parle, là, cet instrument parle à tout le monde. Avec 2 cordes, et voilà, Cheikh Namous en jouait. Très bien. Voilà, donc un jour, j'ai voulu en acquérir un petit. Et à chaque fois, on me demandait, j'arrivais pas à trouver. C'est pas un instrument qu'on on me demandait toujours d'aller à Bchar ou à Tindouf. Oui, aller dans le sud. Donc un jour, j'ai dit, bon, je vais essayer d'en fabriquer un. Eh bien, franchement. Et j'ai commencé à fabriquer, et finalement, voilà. Je me suis dit, pourquoi il y a d'autres gens qui... C'est sûr, et surtout qu'aujourd'hui... Donc j'ai commencé à en faire, alhamdoulilah. Exact. Voilà. Et puis aujourd'hui, beaucoup de gens, justement, beaucoup d'artistes utilisent cet instrument et beaucoup de jeunes aussi se lancent justement dans ce style musical et bien évidemment ont besoin d'un gombri, n'est-ce pas? Tout à fait, tout à fait. Il y a un engouement particulier pour cette musique depuis très longtemps. Déjà à l'époque, dans les années 80, il y avait un groupe qui s'appelait T34. Qui avait intégré le son du gombri avec Ma'alem Ben Aïssa, qui était un ami à moi, avec lequel j'ai beaucoup appris justement sur le diwan
le Diwan d'Alger, donc, et avec lequel nous avions à l'époque fondé le groupe Diwan Zer, qui a été une école pour, pour énormément de jeunes. personnes. Et Ma'alem Ben Issa, Allah yarhamou, c'était quelqu'un qui était très très généreux. Et franchement, il avait le partage facile. Il était là à la disposition de ceux qui voulaient apprendre. Vraiment. D'ailleurs, il a eu beaucoup d'élèves, dont Shakib Bouzidi aussi, qui nous a quittés prématurément, Allah yarhamou, qui avait fait une formation qui s'appelait Ifriqiya Spirit. Oui, bien sûr. Et qui avait aussi fait des choses extraordinaires. Extraordinaires, bien évidemment. Voilà, on essaye de perpétuer un petit peu. Très bien, on écoute un petit peu. On a très envie. Je ne suis pas malem, comme on dit. D'accord, je vous laisse prendre l'instrument, mais juste avant, je pense qu'il y a un extrait du côté de la régie. Voilà, Rafiqa et Anissa et tous ceux qui sont en régie d'ailleurs. Hein. Allez, on va le passer pour qu'on apprécie un petit peu. Quelle ambiance, hein. Voilà, c'est tout ce qu'on a envie de dire après justement avoir découvert cet extrait. De quoi il s'agit? L'extrait, c'est Mother's Legacy. C'est un morceau qui fait donc partie de l'EP que j'ai sorti en février dernier, 2024. Et voilà, c'est un morceau qui est construit sur un rythme en 3 temps. Un rythme très répandu en Afrique l'Ouest, l'Est subsaharien bien sûr. Et voilà, donc c'est construit sur ces rythmes-là, avec des mélodies entraînantes. Et franchement, sur scène, c'est... Oui, j'imagine que ça doit être exceptionnel. Tout à fait. Nous, quand on le joue... Oui, je pense même ceux qui sont présents, les mélomanes présents. C'est extraordinaire. C'est des sons vraiment qui... Voilà, guitare, basse et... Percussion aussi. Et sax et percussion. C'est ça. Alors j'en profite pour présenter un peu les musiciens qui sont avec moi. Il y aura aux percussions Nazim Ziad. Il y aura aussi Anis Koubi qui est un jeune percussionniste. Il y aura moi, donc aux percussions, qui suis plus très jeune, mais je tiens le coup encore. Il y aura Youssef Bouzidi à la basse et Nazim Mohamedi à la guitare. Et Arzqi Bouzid au saxophone. Très bien, donc tous ces musiciens seront présents, rappelons-le, voilà, le 30 avril du côté du Théâtre National Algérien Mhidine Bouchtazi pour marquer bien évidemment la Journée Internationale du Jazz. Allez, un petit extrait encore pour nous, on va vous embêter un petit peu.
le Goumbri, voilà, tout le monde, on apprécie tout ça, le son de cet instrument. Et justement, Abdelhakim, ça vous prend combien de temps pour le fabriquer? Prêt à l'emploi, quand on vient par exemple vous en commander un? Bon, déjà, je ne travaille pas à la commande. D'accord. Je fabrique des instruments. D'accord, très bien. Parce que chaque instrument est différent en fait. C'est ça le truc le travail manuel. Oui, bien sûr. C'est que chaque instrument va avoir un son particulier, va être différent. Une personnalité. Donc voilà, donc moi je propose plutôt une variété d'instruments et puis les gens qui veulent en acquérir un, ils vont choisir exact, celui qui leur convient le plus. Et vous faites aussi le gallal. Voilà, le gallal aussi. Oui. Vous êtes penché vers des instruments très spéciaux, hein? Non, non, ils ne sont pas si spéciaux que ça, en fait. Ils ne sont pas connus, c'est ça. Mais dans le peuple, c'est-à-dire dans le populaire, ils sont très présents. Ça fait partie de notre patrimoine, bien évidemment, ces instruments. Complètement. Le gallal particulièrement, vous allez à l'ouest du pays, par exemple, il est partout. Oui, c'est vrai. C'est vraiment... À la base, d'après ce qu'on m'en avait raconté, c'était un instrument qui était fabriqué à partir de cactus, sabbar, qui était mahfour, yibsouh, et lui mettait une peau de chèvre, toujours, avec un timbre à l'intérieur pour avoir le dz. Oui. Par exemple, là, les Algériens, quand on veut dire, vous savez, les percussions, ça se parle aussi. Oui. Quand on veut dire un rythme, comment on fait? On fait avec oui, ben oui. Le dzadak, il est toujours là. Voilà, c'est par rapport au bendir qui a un c'est-à-dire qu'on peut l'entendre. Et le glal aussi qui a un timbre. D'accord. Donc voilà, je me suis dit pourquoi pas non plus. Et il est très présent aussi dans ma musique, le glal. Oui, aussi. Voilà. En tout cas, ce qu'on peut dire et ce qu'on ressent cet après-midi dans le studio, c'est que vous vous éclatez en faisant de la musique, en faisant ces instruments, n'est-ce pas? Ça se ressent. Non, bien sûr. Ça se ressent. Je fais ça par amour. Voilà, c'est aussi beaucoup aussi par envie de partage aussi. Voilà, et aussi de mettre à disposition. C'est ça, et c'est une manière de préserver justement ce patrimoine et de le transmettre à cette nouvelle génération aussi. Bien sûr. Il y a aussi énormément de gens qui me disaient on est super content de trouver ça à Dzaïr parce que Kanmakanch et tout, il n'y a pas beaucoup. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de fabricants. Aller se déplacer, comme vous l'avez dit tout à l'heure, aller dans le sud pour pouvoir en acquérir un. Il n'y avait pas beaucoup de fabricants en Afdzel. Il y en a peut-être un ou deux ici à Alger, je parle. Oui, on parle d'Alger. Mais sinon, Fitindouf, par exemple, j'ai mon ami Salem Kabous, Laïd Kobrer. Salem. On le salue, Salem, salut. Et voilà, il m'a beaucoup aussi... et c'est lui qui me fournit, par exemple, en peau. Voilà, justement, ce que j'allais vous dire par rapport aux matériaux que vous utilisez. Les peaux de chameau, c'est de chez lui que je les ramène. Et voilà, il y a lui, il y a aussi un Mustafa Soudani qui est Oulid Diouantani qui est de Pléa, qui fabrique aussi des... Il y a Mohamed Datimimoun aussi qui en fabrique, il y en a Bchar, il y a Ma'allem Kanou d'Oran aussi qui en fabrique. Il y en a quelques-uns. Voilà. En tout cas, comme je disais, c'est une manière, bien évidemment, de transmission aussi. Ici, donc, ça permet de ne pas perdre justement l'instrument et le savoir-faire également, parce que c'est très important. En tout cas, vous êtes du côté de Benaknoun, pas loin d'ici. J'aurais juste une question, justement. Est-ce que vous faites, par exemple, des formations aux jeunes, pour leur faire connaître justement ce genre d'instrument? J'ai animé des ateliers chez moi, d'ailleurs. C'est cool ça. Des séances comme ça d'apprentissage pour que les gens puissent l'initiation, de découverte. J'ai eu quelques élèves comme ça. J'ai fait aussi quelques expositions à Agdaïr. Et je reste évidemment disponible pour animer des workshops pour ceux que ça intéresse. Il n'y a aucun problème. Parfait. Voilà. Très bien. Vous aurez le temps peut-être d'aller apprendre à jouer du Goumbri avec les études? Oui. Ça nous intéresserait, bien sûr. Oui, bien sûr, c'est vraiment très intéressant. En tout cas, merci d'être venu partager, bien évidemment, toutes ces belles choses avec nous. On va rester avec nous, vous n'allez pas nous quitter. On va vous faire découvrir donc, la rubrique du mercredi après-midi qui est assurée par Faisal Bayout juste après le jingle. Allez.
Alors aujourd'hui, donc, on a avec nous une jeune autrice, mais pas que, parce qu'elle elle enseigne aux enfants, donc elle est enseignante dans une école primaire, n'est-ce pas? Oui, d'accord. Et donc c'est surtout par amour qu'elle a fait ça, parce que bon, sa formation ne l'amenait pas du tout à ce... Parce que comme vous me l'avez dit, donc vous étiez donc dans le domaine du droit, n'est-ce pas? D'accord. Voilà. Donc bon, tout d'abord, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors justement, j'aimerais commencer par une petite présentation de vous, de votre personne. Ikram Zibani. Voilà. Qui est Ikram Zibani? Alors, Ikram Zibani, enseignante de langue française dans une école primaire et écrivaine. Et voilà, j'ai fait mes études en droit, j'ai un master en droit de l'environnement. Et puis le destin... Voilà, qu'est-ce qu'il a fait justement? Le destin, en fait, m'a donné ce que j'ai voulu. J'ai toujours voulu, en fait, j'ai toujours rêvé de devenir en fait enseignante, surtout de langue française. Et voilà. Donc, déjà un rêve de réaliser. Exactement. Voilà, c'est bien. Exactement. Et puis un moment plus tard, donc le deuxième rêve s'est réalisé justement avec la publication de votre premier roman. Donc Tu m'appartiens. Ouais. Alors bon, déjà Tu m'appartiens, c'est un titre assez révélateur, j'ai envie de dire. Donc parlez-nous un petit peu justement de ce titre, de votre livre. Alors, le titre, on peut dire un petit peu fort, voire un peu dérangeant. Voilà, mais genre, elle exprime exactement la relation entre les personnages. D'accord. Donc, il y a une relation, on peut dire, un peu toxique. Oui. Voilà, genre, c'est pour ça que j'ai choisi exactement ce titre. Elle est un peu attirant. Je vous ai dit, genre, il exprime exactement la complexité qui est entre Alors justement, les par rapport à vos personnages, donc il y a essentiellement deux personnages principaux. Donc, donc c'est Raouf, c'est bien ça, et Manissa, exactement. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ces deux personnages, de l'histoire de façon générale? Oui, bien sûr. Sans spoiler, bien évidemment. Oui, bien sûr. Alors, Manissa, c'est une jeune femme, on peut dire elle est forte à l'extérieur, mais elle est tellement brisée parce qu'elle n'a pas pu en fait réaliser ce qu'elle voulait faire. D'ailleurs, le livre commence par une scène là où elle est à l'université, le dernier jour, le jour de la remise des diplômes. De la remise des diplômes, exactement. Et puis, elle nous a parlé un petit peu de sa relation forte avec son petit frère. Et puis, on saute à Raouf, qui est un jeune Algérien, qui est, on peut dire, en guerre avec lui-même. Voilà, en fait, les deux personnages, au début, en fait, début de l'histoire, voilà, ils se cherchent, ils se battent pour réaliser leurs rêves. Et puis, à un moment donné, ils se trouvent genre perdus, déçus de ne pas avoir pu réaliser leurs rêves. Non, justement, genre une fois que les personnages se retrouvent ensemble, tout a changé. D'accord. Exactement, c'est l'idée principale du livre. Genre, parfois, une personne, quand tu rencontres une personne, ça peut changer tout un destin, ça peut basculer tout. Oui, c'est vrai, en positif ou en négatif. Exactement. En tout cas, ça c'est connu. Des personnes qui te tirent vers le haut et des personnes qui te tirent vers le bas, malheureusement. Voilà. Tout à fait, justement. Donc, on ressent bien ce côté donc, du genre drame psychologique un petit peu. Voilà, parce que vous jouez énormément sur la psychologie des personnages, la psychologie de la société qui les entoure, etc. Donc justement, qu'est-ce qui vous a poussé ou peut-être vous avez une influence par rapport à cela, justement, qu'est-ce qui vous a poussé à travailler ce côté-là du roman? Alors, pour commencer, chaque auteur, on peut dire chaque écrivain, ajoute une touche de réalité de ce qu'il vit. Voilà, donc même les personnages, il y en a des passages dans le livre où moi-même je les ai vécus. D'accord. Voilà, donc ce sont des passages de réalité. Il y a des faits réels. Exactement. Dans le fictif. Voilà. Alors, et en plus, mon travail avec les enfants, j'ai
en fait, mes élèves, ce sont ma plus grande source d'inspiration, on peut dire. D'accord. Parce que j'ai vu avec eux de l'amour pur. Oui, sincère. Exactement. Aussi, avec les enfants. Exactement. Donc, on peut dire, en fait, ça fait une année que j'ai exactement. J'ai commencé. Vous enseignez. Non, ça fait 2 ans. Ah, d'accord. Ok. Que j'ai commencé à écrire, on peut dire. Donc, je vous ai dit, c'était vraiment une source d'inspiration aussi. Une source d'inspiration. D'ailleurs, j'ai parlé d'eux dans la dernière page. Oui. C'était le dernier jour avant les vacances, c'était la fête et tout. Ils ont pleuré, etc. Ça m'a vraiment touchée. Ah, oui. D'ailleurs, j'étais obligée d'ajouter cette. Oui, et bien sûr, de rendre hommage. Alors justement, par rapport à vos élèves, est-ce que c'est justement est-ce que vous avez l'habitude justement de travailler avec eux la lecture, la production orale peut-être? Est-ce que justement, quel est le lien justement entre Ikaram l'enseignante et Ikaram l'écrivaine? Alors, bon, pour mes élèves, que je salue bien sûr, je suis très très proche d'eux. On est tellement proches, ils savent que je suis écrivaine. D'accord. Oui. Donc, un bel exemple. Oui, justement, au début, quand je partageais avec eux quelques histoires pour enfants que j'écrivais que pour eux, je suis devenue, en fait, on peut dire, un exemple. Oui, bah oui. Voilà, donc quand ils mangent le goûter, genre le temps adapté à la pause, voilà, je trouve que mes élèves, chaque élève, il a un livre. Dans la main, exactement. Genre, ça m'a vraiment. Vous les encouragez, vous leur donnez envie de lire aussi. Voilà, exactement. Donc, voilà, genre, on peut dire, je joue beaucoup plus sur l'oral, bien sûr. Et bien sûr, la lecture joue un grand rôle dans l'expression orale. Alors justement, par rapport à ces, est-ce que vous avez justement peut-être des techniques que vous pourriez partager avec les autres enseignants, pourquoi pas, des techniques, des stratégies pour leur donner cet amour justement de la lecture, des livres, de la langue? C'est vrai que des fois, on a tendance juste à suivre le programme et ne pas proposer des petites choses comme ça aux enfants qui vont justement faire la différence. C'est très important à leur âge. Justement, alors moi j'ai des enfants en fait de 9 ans. Oui. Genre, c'est l'âge où l'enfant il se cherche. Ça devient un peu compliqué. Exactement, il se cherche, il cherche ce qu'il veut devenir. Alors, tu me trouves à chaque fois, je demande à mes élèves, qu'est-ce que tu veux dire, qu'est-ce que tu veux devenir au futur? Vous leur parlez. Exactement. Quand ils me parlent d'un certain métier, je leur demande de me décrire. Oui, le métier consiste en exactement. Genre, en fait, quand ils essayent en fait parfois de me parler en arabe, je leur dis, s'il vous plaît, non. Parlez-moi en français parce que je suis enseignante de français. Justement pour qu'ils développent. Exactement. Parce qu'ils ont aussi des cours d'arabe, des lectures en arabe, des expressions écrites en arabe. Exactement. Et quand c'est le cours de français, pareil pour l'anglais, bien évidemment, quand c'est le cours d'anglais, je pense que la maîtresse d'anglais va aussi demander à l'enfant de parler en anglais, d'écrire en anglais, de s'exprimer en anglais. J'essaie toujours de leur donner la confiance pour parler, pour s'exprimer, pour même faire des fautes parfois. C'est tout à fait normal, on est là pour apprendre, etc. Et voilà. D'accord, très bien. Parfait. Donc, oui, allez-y. Non. Et donc, le livre, comment justement cette aventure a évolué? C'est-à-dire d'une simple écriture à un livre, à voilà, une parution. Je pense qu'il est aussi disponible dans les librairies. Bon, pour les librairies, pas encore. D'accord. Je m'occupe de la vente moi-même. Et bon, j'ai toujours rêvé, comme Faisal a dit, de devenir ce que je suis maintenant. Depuis toute petite, je rédigeais de belles productions écrites. Et une fois au lycée, mon enseignante m'a vraiment encouragée. C'était un coup de pouce. Elle m'a dit, écoute, tu as du talent. Donc, ne lâche pas. C'est ça. Exactement. Donc, je lui rendais hommage justement. Exactement. Ouais. Après, à l'université, j'écrivais des petits textes, etc. Je parlais de l'Algérie, je parlais des amis, etc. Ma mère m'a beaucoup encouragée aussi. Elle était vraiment impressionnée par un titre qu'elle a lu. Elle me dit, c'est toi qui as écrit ça, wow. Ah bah oui, vraiment. Elle est fière de sa petite Exactement. Après, à l'université, j'ai écrit on peut dire un tout petit roman en arabe. Et puis, j'étais pas vraiment à l'aise financièrement pour le lancer. Et malheureusement, je l'ai perdu.
Voilà, après, mais je n'ai pas lâché ce rêve, bien sûr. Oui, vous avez persévéré. Exactement. Une fois, en fait, l'année passée, j'étais assise comme ça, je me suis dit, genre, tu vois, quand tu es assise, vous réfléchissez à voix haute. Exactement, tu réfléchis, ce qui s'est passé, etc. Alors, j'ai pris mon téléphone, j'ai écrit la première phrase. Ce qui était destiné te reviendra, même s'il atteint les cieux. Genre, c'était le début et j'ai commencé. C'est de là que vous avez Exactement, j'ai commencé. Justement, on va revenir un petit peu sur votre style d'écriture, parce que vous avez un style assez particulier et vous vous inspirez justement de vos lectures, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. En fait, je lis beaucoup d'une écrivaine américaine qui s'appelle Colleen Hoover. Voilà, genre, j'ai aimé sa façon parce que elle donne de la chance, en fait, on peut dire, elle laisse les deux personnages principaux parler pour que le lecteur peut voir les deux versions. D'accord. Voilà, donc ça pour m'a qu'il vraiment... puisse s'identifier aussi aux personnages. Exactement. Et, voilà, être à la place des personnages. Voilà, exactement. Très bien. Parfait. En tout cas, un beau livre. Quand on lit le titre, tu m'appartiens, ça fait un peu peur. Ouais. On se dit, qui appartient à qui? C'est la première question qu'on se pose. En tout cas, un beau livre, bien évidemment, écrit par Ikram Zibani. Ouais. Bravo d'avoir accompli justement ses rêves. C'est très important, n'est-ce pas, Faisal? Tout à fait. De réussir, d'accomplir ses rêves, du moins. Voilà. Très bien, et bravo aussi pour tout ce que vous faites avec les enfants, parce que c'est très important aussi d'avoir des méthodes différentes, des méthodes qui vont justement encourager et inciter l'enfant à aller lire, à aller faire des recherches, à écrire, pourquoi pas. En tout cas, un bel exemple cet après-midi, voilà, de la jeunesse algérienne. Voilà, c'est ce que j'ai envie de dire. C'est ça, Faisal, on a fini? Exactement, oui, voilà. Donc, je voulais juste finir en disant que voilà, c'est un très bon exemple pour les enfants parce que, comme on l'avait dit dans les numéros précédents, la lecture, c'est très, très important, n'est-ce pas, pour apprendre une langue. Oui, bien sûr. Quoi de mieux que d'avoir une écrivaine comme enseignante. Tout à fait. Bah, écoute, merci Faisal. Merci à vous. On s'est régalé comme à chaque fois. En tout cas, on vous dit au revoir. Merci Ikram d'avoir accepté cette invitation et d'être venu partager avec nous ce bel ouvrage. Merci Faisal. On se retrouvera dès la semaine prochaine. Les autres invités restent avec nous, bien évidemment, pour accueillir Wahida et Yasmine. Et on va les accueillir avec un reportage sur la vieille ville de Mila. Patrimoine d'une valeur inestimable, la vieille ville de Mila fait l'objet d'une restauration à même d'en faire à l'avenir un véritable musée à ciel ouvert. Nous avons programmé pour cette année et donc la numérisation d'autres sites qui ont une valeur historique. D'abord la première mosquée construite en Algérie, qui est la mosquée de Bouhajer Dinar. Deuxièmement, les maisons des grands de cette révolution algérienne et de cette vieille ville qui sont Feu Bossouf et Feu Bentobal. Et nous avons ajouté donc quelques sites qui sont historiques et qui représentent quelque chose pour les anciens Mileviens et même pour les Algériens. L'opération consiste à éliminer toute menace pesant sur le patrimoine, en commençant par l'arrachage des arbres dont les racines endommagent les murs. Elle inclut également la réhabilitation des murs gravement détériorés, ainsi que le pavage des voies avec des pierres taillées. De nombreux sites emblématiques de la ville sont concernés par ces travaux, notamment le site de Sidi Sadoun. Cette opération s'inscrit aussi dans une démarche plus large visant à ouvrir la ville pour en faire un véritable musée à ciel ouvert, reflétant les multiples civilisations qui s'y sont succédées au fil des siècles. Les chercheurs ont mis à profit les nouvelles technologies pour effectuer une numérisation des sites afin de les préserver et d'en faire des thèmes de recherche. On va faire de la photogrammétrie aérotransportée, c'est-à-dire que le drone a une caméra de bonne qualité, on a un programme, on va cercler la ville, c'est une grille où il y a des photos qui manquent et grâce à ces photos, on a des logiciels de photogrammétrie qui vont interpoler un modèle 3D. Donc il y a un modèle 3D, on a la ville en couleur, on a un nuage de points en couleur, on a une topographie plane précise au centimètre.
les docteurs Tana, les techniciens et ingénieurs sont chargés de scanner le vieux Mila, mais au sein du vieux Mila, il y a un patrimoine très riche. Même dans la mosquée, c'est des strates d'histoire. C'est des strates d'histoire non connues. D'accord, il y a peut-être l'anté-romain, même préhistorique, numide, il y a le romain, le byzantin et l'ottoman. La fontaine de Ain Bled est l'une des plus anciennes fontaines encore fonctionnelles en Afrique du Nord. C'est quelque chose de très rare. Hein. Elle est fonctionnelle, mais on a d'autres projets en relation avec la fontaine, c'est de chercher tout le système hydraulique. La mosquée Sidi Ghanem est considérée comme l'un des monuments les plus importants, notamment parce qu'il s'agit du premier édifice islamique fondé par Abu Muhajir Dinar. Elle serait ainsi le plus ancien monument religieux dans le Maghreb, après la mosquée de Kairouan en Tunisie. Nous disposons de nombreux éléments architecturaux qui suscitent un véritable intérêt. Chapiteaux, colonnes, pavages, niveau de construction, points d'ancrage, tous ces fragments constituent autant d'indices précieux qui nous permettent d'établir un dossier cohérent, étayé par une réflexion scientifique rigoureuse visant à reconstituer et à valoriser ce patrimoine. Les travaux de restauration avancent à un rythme. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة
وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. Point d'ancrage, tous ces fragments constituent autant d'indices précieux qui nous permettent d'établir un dossier cohérent, étayé par une réflexion scientifique rigoureuse visant à reconstituer et à valoriser ce patrimoine. Une réflexion scientifique. Les travaux de restauration avancent à un rythme appréciable qui permettra une valorisation de ces vestiges historiques. Un beau reportage réalisé par notre collègue Smaïl Belkaidia pour accueillir les filles. Wahida, comment ça va depuis hier? Ça va très bien, et toi, ça passe bien? Donc aujourd'hui, le saviez-vous? Oui, le saviez. Voilà. Et puis Yasmine est également avec nous. Comment ça va depuis hier? Va, merci. Ça te va bien. Hein. Ah, merci. Alors, c'est pour la première fois que vous êtes l'une en face de l'autre. Hein. Alors, vos impressions? Vos impressions? Je la vois sous un autre angle, une autre dimension. D'accord. Et toi, tu te sens mieux hein, oui, à cette place, hein, Yasmine. Oui, voilà, mais moi, je me suis habituée à l'avoir à côté de moi. C'est ça, voilà. Yasmine, d'accord, surtout pas. Très bien. En tout cas, les filles, on va justement, avant de voir hein, ce que vous proposez cet après-midi dans vos rubriques, nous avons avec nous donc Fifi Bourkaïb, qui est étudiante en pharmacie. Et je voulais vous poser cette question. Est-ce que vous organisez justement des événements voilà, quand vous étiez étudiante? Donc architecture et Wahida a fait commerce. Moi, j'ai fait sciences de la gestion. Sciences de la gestion, voilà. Alors, vous faisiez ou pas? Moi, sincèrement, non. À mon époque, pas trop. Du côté de l'ITFC, pas trop. Moi, non, pas au niveau de l'université, mais j'étais bénévole et membre fondatrice d'une association de jeunesse et tout. Et puis, j'ai eu l'occasion de collaborer avec la CEPA. Oui, c'est ça. C'est ça. On vous connaît, vous êtes des amis de notre émission, d'ailleurs, on a reçu. Oui, chaque année, on reçoit les membres du bureau. Et justement, Yasmine, donc, avant, vous faisiez des activités. Énormément de... C'était cool, intéressant. Oui, en plus, on faisait aussi des manifestations culturelles avec les Beaux-Arts. Super. Oui, très bien. Vous en gardez de bons souvenirs, les filles. C'est le plus important. Et justement, Fifi est en deuxième année donc, de pharmacie, n'est-ce pas? Donc, et vous êtes, donc, vous faites quoi, justement, au sein de cette association? Au sein de cette association, je suis membre et coordinatrice des relations externes. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que la CEPA? L'association scientifique des étudiants en pharmacie d'Alger. Notre but premier, c'est quoi? C'est de former les étudiants en pharmacie et de faire en sorte qu'ils aient les soft skills aptes à devenir de bons docteurs en pharmacie, Inch'Allah, dans le futur. C'est ça. Mais c'est la priorité. Oui, évidemment. Notre slogan, c'est meilleur étudiant, meilleure pharmacie. Et pour le coup, pour former ces élèves, pour faire en sorte que ce soit les meilleurs docteurs en pharmacie, on contribue à la santé publique en Algérie. C'est ça. Et ceci, aujourd'hui, voilà, justement, donc, vous venez à annoncer un bel événement qui est une campagne de sensibilisation nationale, hein, c'est ça? De sensibilisation et de dépistage. Dépistage, voilà. Donc oui, on est présent au niveau de la wilaya d'Alger, mais grâce à des collaborateurs, des clubs scientifiques, on a été, ils ont contribué à notre campagne. C'est ça. Et on a pu faire en sorte de sensibiliser et dépister au niveau national. Voilà. Donc c'est très important hein, pour des étudiants d'arriver justement à l'échelle nationale. J'imagine que c'est beaucoup de travail. Oui, mais on n'a pas parlé du sujet. Oui, voilà, justement. Et pourquoi bon, en fait, vous faites plusieurs manifestations tout au long de l'année. Parlez-nous justement du choix de cette thématique hein, qu'on annonce aujourd'hui. Si on parle de manière générale, on suit le système de l'OMS. D'accord. Octobre, par exemple, c'est connu pour être Octobre voilà, Rose. Octobre Rose. Mais oui, pour le moment, on est en train de parler des maladies les plus fréquentes en Algérie, qui sont le diabète, l'obésité et l'hypertension artérielle. D'accord. Donc c'est très très fréquent. Il n'y a personne, je pense même ici dans le plateau, qui ne connaît pas une personne diabétique. C'est vrai, ça devient presque, ça devient normalité, une banalité. Exactement, une banalité, surtout concernant le diabète. Oui, et c'est pour cela que c'est notre devoir de sensibiliser les personnes par rapport aux symptômes, par rapport aux causes, de faire des tests de dépistage avec le glucomètre, la tension, quand il y a l'IMS, et ceci dans diverses places sur Alger. Donc on a fait ça. Donc ça a commencé le 12, hein? Ça a commencé le 12. La liste est longue. Oui. Ça a commencé le 12. Le 12, on a fait une sensibilisation, la première d'ailleurs, sensibilisation plus dépistage, pardon, au niveau du centre commercial de Ben Aknoun. Donc on essaie de choisir des endroits stratégiques où on atteint le plus de personnes. Oui, une grande fréquentation. Voilà. Le 15, ça s'est fait au niveau des officines. Aussi, au niveau d'Alger et de Louéba. Le 17, ça s'est fait au niveau du tramway à Louesso. Le tramway aussi, hein? Oui. Le 22... du monde. Oui.
c'est bien le but. Exact. Ça s'est fait aussi au niveau des officines de Belmondraye, Selpiel, etc. Maintenant, aujourd'hui, au moment même où on se parle, il y a d'autres qui sont justement de corvée. Qui font le devoir. C'est ça, voilà, plutôt. D'un membre. Et puis là, on est en train de voir des images au fur et à mesure, bien évidemment, que vous parlez de tous ces événements. Aujourd'hui, par exemple, on est au niveau de, attendez-vous bien, l'université de USTHP. D'accord. Voilà, Webzwar, sciences, technologies de Houali Boumidi. Exact. Et il y aura aussi une autre qui se fera le 23, le 28, pardon, au niveau de la cité des jeunes filles de Benaknoun. D'accord. Voilà. Très bien. En tout cas, beaucoup de lieux et en plus, c'est différent. C'est-à-dire, c'est pas que des lieux en rapport avec, bien évidemment, la santé ou non. C'est vraiment des lieux différents. Il y a de la variété, on va dire. Oui. Du coup, c'est ça. Les personnes qu'on essaie d'atteindre, c'est tout le monde. C'est ça. Donc, que ce soit les adultes ou les enfants, on voit ça dans des images. Beaucoup d'enfants sont attirés parce que la décoration est faite exprès, c'est coloré. Oui. Il y a des fruits, il y a des légumes, on parle de et puis il y a de plus en plus d'enfants justement qui sont diabétiques. Hein. Sont de plus en plus jeunes. Hein. On entend autour de nous, ça fait peur. Oui, et donc le fait de sensibiliser, on peut très bien sensibiliser des adultes tout en vulgarisant la formation parce qu'on est des étudiants en pharmacie. On essaie de simplifier, de généraliser pour faire en sorte que tout le monde comprenne parce que c'est bien le but. Mais même les enfants peuvent comprendre. Il suffit de dire à un enfant, si tu ressens une soif excessive, tu es très fatigué, tu urines beaucoup, il faut dire à maman et papa d'aller voir un médecin généraliste qui va ensuite les conduire vers le spécialiste. Les orienter vers justement le médecin. Du coup, la sensibilisation et le dépistage du coup, pour les adultes se fait pour tout le monde. Et évidemment que la manière dont on va approcher ça est différente, mais le but et l'objectif restent atteints. C'est ça. Et puis, justement, est-ce qu'il y a beaucoup d'étudiants qui adhèrent à cette association, la CEPA? Oui, beaucoup. On est aujourd'hui à plus de 750 membres. D'accord, waouh. Oui, c'est... Membres très actifs. Enfin, voilà, c'est ce qui fait la différence parce qu'on peut être... et puis, on ne fait pas beaucoup de choses, mais non, ce n'est pas le cas justement des étudiants de cette association. D'ailleurs, qu'on a déjà reçu et que vous revenez à chaque fois avec de beaux projets, hein, en tout cas. Merci beaucoup. Très bien. Bah, écoutez, bon courage. Et on va continuer. En tout cas, on rappelle, donc ça va se terminer le 1er mai. Le 1er mai. Voilà, donc vous serez du côté de Benaknoun, de la cité des jeunes filles. Voilà, c'est ça. Non, pas le 1er mai. Non, pas le 1er mai, c'est-à-dire les lieux qui restent. Voilà. Oui. Le 1er mai, ce sera une très belle clôture. J'imagine la clôture, oui. Très belle clôture avec un fort marathon. D'accord. Un fort marathon qui se fera le 1er mai au niveau du stade du 5 juillet. Où ça sera une sorte de village interactif. Il y aura le marathon, évidemment, la course, qui se fera pour les athlètes. Justement, elle commencera où, le départ? Au stade du 5 juillet. Stade du 5 juillet. Oui. Du coup, il y aura une course pour les athlètes et une course du coup, pour le grand public, pour que ça soit égal. Super. Parce que c'est pas juste les athlètes avec le grand public. Et qui auront évidemment des cadeaux pour les meilleurs. Ça sera un village interactif, comme je l'ai dit, où il y aura des associations savantes. Donc, par exemple, l'association algérienne de diabétologie de l'OIV, qui sera présente avec l'association Mayra, qui, du coup, pourront mettre de leur expérience et de leur expertise, étant des personnes atteintes par ces maladies, qui parlera avec le grand public et nous-mêmes, on fera exactement la même chose. On va recenser. Vous serez là, tout à fait, bien évidemment. Fidèle à votre mission. Vous serez fidèle à cette mission. Cassez pas. Très bien. Donc, ça va se finir, bien évidemment, en beauté, voilà, le 1er mai avec un marathon du côté du stade du 5 juillet. Voilà. En tout cas, restez avec nous, Fifi. On va vous proposer une des rubriques du mercredi après-midi. Et c'est Yasmine qui va commencer avec la rubrique Inspiration Habitat. Alors, Yasmine. Alors aujourd'hui, j'ai choisi un sujet qui me tient particulièrement à cœur. C'est quand la décoration raconte une histoire. Alors déjà, c'est le mois du patrimoine, mais aussi ces dernières années, on a vu la montée en force du minimalisme. Et il y a eu des répercussions donc, sur nos intérieurs qui sont devenus un peu plus froids et impersonnels.
Donc, il y a eu des études récentes qui ont démontré que, en fait, l'humain est profondément attaché à sa culture et il a besoin de repères et d'ancrage. Donc, quand nos intérieurs sont froids et impersonnels, eh ben, ça crée un mal-être. Donc, on n'a pas, ça crée pas ce lien. On le devient aussi. Oui, mais en fait, voilà, on n'a pas ce sentiment d'appartenance ou ce lien avec son chez-soi, où on se sent bien. Et donc, il y a un véritable retour donc, à la personnalisation donc, des espaces, à l'affirmation de soi, à l'esprit donc cocooning ou tout autre style que nous aimons, qui peut en fait nous procurer du bien-être. Et qui dit donc histoire. Alors je vais voir pour voilà, la photo. Une première photo, on voit affiché. Oui, alors sur cette photo, on voit donc le style minimaliste, mais poussé vraiment à l'extrême parce que ça peut être autrement. Oui, voilà. Mais j'ai fait exprès de choisir ça. Voilà. Parce que minimum tous les styles, dans tous les styles et même en dehors des styles en décoration, dans toute chose, il faut un juste équilibre. Voilà. L'extrême n'est jamais recommandé. Donc là, quand on pousse à bout le minimalisme, ça devient vraiment très froid. Et ça raconte rien, ça dégage rien, voilà, on ressent rien. Et à côté, donc, il y a vraiment toute une autre ambiance. En fait, on a un style un peu vintage, bohème, où il y a beaucoup de motifs, il y a beaucoup d'imprimés, donc colorés et tout. Donc, on a vraiment l'impression que la personne qui vit ici a... C'est vrai. Voilà. On dit qu'elle a voyagé, il y a des inspirations de la jungle, il y a... Oui, voilà. C'est vrai. C'est ça. Et donc, quand on rentre dans cet espace-là, voilà, on ressent des choses. Donc, ça nous raconte, ça nous parle. Voilà. Ça parle, oui. Ça nous parle. On peut un petit peu avoir voilà. la personnalité, justement, de la personne qui y vit. C'est vrai. C'est ça. Et donc, pour parler de culture, on va dire que dans la décoration, en fait, la décoration miroir de notre culture, parce que chez nous, enfin, dans tous les intérieurs, il y a souvent une partie de notre culture. Inconsciemment, en fait, il y a quelque chose qui nous rappelle notre culture. Et quand on rentre, par exemple, dans des maisons, qu'elles soient... Alors, celle-là, c'est une designer algérienne que j'aime beaucoup. C'est Hassiba Boufedji. Et voilà, on a de la calligraphie, on a aussi en fait des bijoux. Oui, des bijoux berbères, mais c'est grand en fait. Oui, d'accord. C'est très joli comme décoration. Et c'est de l'artisanat. Ça parle à Abdelhakim. Pardon? Ça vous parle? Tout ce qui est bijoux, artisanat. Bien sûr. Très beau. D'ailleurs, je les ai pris sur sa page. Oui, d'accord. Voilà, je les ai pris sur avec lesquels on peut décorer, c'est bien ça. Mais bien sûr, oui, décorer sur des murs. C'est pour parler de l'artisanat, exactement. Qui peut aussi faire partie de notre déco. Voilà, parce que, voilà, comme je disais tout à l'heure, quand on rentre par exemple dans une maison berbère, kabyle ou carrément de la Casbah ou saharienne, ben, en fait, on ressent l'âme, ce qu'on appelle en fait l'esprit du lieu. Exact. Donc chaque motif, chaque texture, chaque objet nous raconte une histoire. La poterie, on sait qu'on va trouver la poterie, on sait qu'on va trouver le tapis aussi. Oui, ça nous raconte une histoire, mais aussi une histoire d'un territoire, une histoire d'un peuple ou carrément un savoir-faire. C'est vrai. Donc ce sont des choses qui nous parlent. Ici, en fait, c'était juste pour donner une idée. Donc on peut carrément prendre un tapis berbère, le mettre en tête de lit comme décoration. Donc j'ai trouvé l'idée intéressante. C'est pour ça que je l'ai partagé. Et donc, le deuxième point, c'est justement d'intégrer un peu l'artisanat à notre décoration. Pas un peu, mais intégrer l'artisanat à la décoration. C'est aussi donc soutenir l'artisan. Tout à fait, bien sûr. Mais aussi soutenir donc le Made in Algeria aussi. Voilà, l'économie locale et aussi la culture algérienne. Exact. Donc, on peut... Alors, c'est pas forcément kitsch. Je dis pas aller choisir des objets traditionnels et faites de votre intérieur un musée. Non, chacun a le droit d'aimer un style qui le représente. Donc ça peut être des objets traditionnels comme ça peut être des objets revisités. Il y avait une autre photo, mais bon, elle va arriver. Donc ça peut être vraiment des objets revisités comme par exemple les médas. Aujourd'hui, on trouve vraiment plusieurs sortes de médas qui sont revisités, qui sont modernes, qui sont ou carrément, vraiment, on trouve des médettes avec du bois et
du cuivre. Il y a différentes façons d'intégrer donc l'artisanat. Et puis, c'est aussi donc éco-responsable. Et c'est aussi un peu... Alors, cette photo, c'est du bois. Et vous voyez, donc on a des luminaires en cuivre. Donc on intègre justement l'ancien avec le nouveau. C'est ça, la poterie aussi, je pense. Oui, la poterie. Les vases, oui. Et donc on a les matériaux donc naturels, on a le bois. Cuivre. Donc on a les chaises qui sont un peu plus modernes. Et du coup, voilà, c'est un mix entre ancien et moderne. Et ça donne tout de suite du caractère et du cachet à notre intérieur. Très, très beau. Et je disais donc... pour l'artisanat, c'est vraiment choisir, c'est vraiment dire non à la standardisation parce qu'aujourd'hui, la plupart, on le vit tous. Ça nous arrive à tous donc d'acheter des objets standardisés qu'on voit partout et tout. Donc on peut personnaliser justement ces objets, partir d'une base, bien évidemment, qui m'a une jarre et puis essayer d'un petit peu la customiser à notre goût. Exactement. Ici, ça nous rappelle aussi les cuisines au niveau de la Casbah. On a le rose, puis on a la terre cuite. Voilà. Bon, après, on revisite comme on veut. Et justement, comme tu as dit, on prend une base. Donc, le troisième point, c'est justement, je vous invite à tous à essayer de faire cet exercice. Voilà, les midettes, elles sont là. Oui, et même qu'elles sont faites en humble. Oui, alors il y a Yedina aussi qui est algérienne, artisanale algérienne, et il y a Sirocco du Nord. C'est ça. Voilà. On a l'habitude de les recevoir. Hein. Voilà, oui. Donc, des artisans et des artisanes algériennes. Et c'est très sympathique à avoir. Et puis ça dénote tout de suite, ça donne du cachet, du caractère à nos intérieurs. Elle est magnifique, la table en face de la Meïda. Je ne sais pas si vous avez remarqué. C'est Djifna, c'est ça. Djifna, c'est ça. Voilà, c'est la revisite des éléments traditionnels. C'était le but. Ouais, c'est l'esprit justement de cette déco. Voilà. Très bien. Et donc, je disais... La banquette aussi, oui. Oui, ça apporte une petite touche. On peut avoir un salon moderne et avoir juste un petit tabouret comme ça à côté ou carrément un tapis berbère. Alors, en ce moment, ça, par contre, ça revient en force. Vous avez en fait une table moderne contemporaine et en dessous, vous avez un tapis berbère. Ça donne très bien. L'effet est assuré. Assuré, exactement. Et donc, je disais, je vous invite à tous à raconter un peu, pensez votre maison comme un livre ouvert, exactement, à raconter votre histoire. Donc, alors, je vais terminer. Racontez votre histoire, alors que ça soit une histoire d'un lieu, d'une région, parce que ici, justement, on voit sur cette photo donc, la couleur terracotta, donc ça nous rappelle un peu le sud algérien. Exact. Voilà, avec le rotin, les matériaux naturels. Donc, on peut raconter donc l'histoire d'une région. On peut raconter l'histoire de voyage. On peut raconter l'histoire de passion, si, par exemple la musique. Voilà, on peut penser sa décoration, en partant de cette base-là. Et quand on crée une histoire et comme point de repère pour justement aménager ça donne forcément un beau résultat. En fait, vous vous baladez dans votre roman tous les jours. C'est ça, voilà, un livre ouvert, comme vous disiez tout à l'heure. Ça raconte des choses et c'est juste quelque chose qui va vivre avec vous et ça va que vous aider à mieux vous sentir. Très bien. Voilà. Et puis pour finir, donc je dirais que ces tendances-là, donc les tendances de cette année, donc on avait vu dans les rubriques passées, c'est vraiment ce retour donc aux matériaux, aux matières naturelles, mais aussi à l'artisanat, au développement durable, à l'éco-responsabilité. Donc c'est tout ça qu'on retrouve. Exact. Donc c'est très important. Hein, on est aussi dans l'air du temps, dans les tendances. Et je terminerai par dire que voilà, en fait, la décoration, c'est pas que des tendances. Pas forcément que des couleurs, c'est aussi une partie de nous qu'il faut absolument affirmer. Sinon, on ne se sentira jamais en harmonie et bien chez soi. Très bien. C'est noté en tout cas de bons conseils à chaque après-midi avec Yasmine. C'est clair. Très bien, on va continuer. En tout cas, l'émission n'est pas finie. Nous sommes toujours en compagnie de Abdelhakim Aïtaïssa. Rappelez-vous qui va bien évidemment vous ambiancer pour marquer la journée internationale du jazz et Fifi pour l'association ACEPA. Et tout de suite, c'est Wahida qui s'y met avec la rubrique Le saviez-vous. Alors
Ton logo est à l'envers, s'il te plaît. Voilà, merci. Parce que je ne le vois pas. En fait, je suis pressée de partager avec vous la bonne nouvelle que j'ai oublié de vérifier mon logo. C'est pas grave. Alors, aujourd'hui... Heureusement que je suis là. Merci, heureusement. Oui. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de partager avec vous une fierté nationale que j'ai découvert cette semaine. Donc, il s'agit d'un manuscrit algérien d'une valeur inestimable qui vient d'être inscrit au registre international de la mémoire du monde par l'UNESCO. Vous allez me dire, il s'agit de quel manuscrit? Alors, il s'agit du livre 4, donc le manuscrit Qanoun de médecine, ça s'appelle comme ça. Le volume 4 est rédigé par l'illustre philosophe et médecin Ibn Sina. D'accord. Oui, c'est ça. Voilà. Il a 5 magnifiques manuscrits. Le 4e, il est là. Il est en Algérie. Il était au niveau de la Bibliothèque nationale. D'accord. Conservé à la Bibliothèque nationale. Exactement. Il était bien conservé. Donc, on l'a déposé. Donc, il faut savoir que ce livre, il a appartenu à Mouafaq ad-Din ibn al-Mut'an, qui était médecin personnel du célèbre sultan Salah ad-Din al-Ayyoubi. Donc, on a tous connu dans l'histoire. Oui, bien sûr, à l'école, oui, tout à fait. Donc, il s'est servi de ce livre pour pouvoir, sans médecin, il s'est servi de ce livre pour pouvoir le soigner. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans cette encyclopédie médicale qui était écrite et composé par Ibn Sina. Donc, il traite tout ce qui concerne les maladies et qui affectent les parties spécifiques du corps humain. Donc, jusqu'au jour d'aujourd'hui, on revient vers ses écrits pour pouvoir avancer et faire des recherches. D'accord. Il faut dire qu'on a vraiment été à l'avance. Donc, voilà. Bah oui, hein. Oui, voilà, il est bien conservé. Donc, cette reconnaissance mondiale, elle témoigne de l'apport exceptionnel de notre patrimoine intellectuel aux sciences médicales et aux échanges qu'il y a eu entre les civilisations. Donc, très important, il faut toujours le rappeler, surtout pour les étudiants et les jeunes qui sont peut-être pas au courant de cela. Il faut rappeler que on a beaucoup contribué concernant l'évolution de certaines sciences. Le fait de conserver ce manuscrit aujourd'hui, l'Algérie révèle l'histoire qui était riche et surtout multiculturelle. Donc, quand il y avait beaucoup d'échanges avec d'autres pays, dont nous étions en mer de certaines sciences, ce qui est ce qui peut être une fierté pour nous, mais aussi par cette voilà, surtout par cette inscription. Donc, on renforce notre rôle dans la préservation de la mémoire collective de l'humanité. C'est un véritable, voilà, c'est une véritable avancée. Il faut savoir qu'on a aussi d'autres dossiers qui sont en cours. Donc, à chaque fois, j'essaie de vous mettre au courant et de vous partager avec vous la bonne nouvelle. Je trouve que c'est excellent. Oui, bien sûr. C'est extraordinaire. Tout à fait. C'est une fierté. Exactement. Exactement. Et de se dire qu'on l'a toujours ici en Algérie et surtout qu'il a été bien conservé et bien entretenu. Et toujours, en fait, pour ceux qui veulent le visiter, ça existe en version. Maintenant, on est à l'ère du numérique, donc ça, on peut le retrouver sur Internet. Très bien. Eh bien, c'est noté. Merci pour cette belle information. Voilà, vous partez avec une information en plus, hein, surtout que ça reste un petit peu dans le domaine. Voilà, très bien. Donc, on va peut-être rappeler justement ce bel événement organisé par la CEPA. Un petit rappel, un petit résumé peut-être. Enfin, toujours les résumés, ça va, ça vous parle, ça vous dit quelque chose? Alors, si je pourrais clôturer, je donnerais des conseils. Oui. Par rapport, du coup, pour la clôture, pour le format marathon. Le but même, c'est de promouvoir un mode de vie sain. C'est ça. Que ce soit ce qu'on mange, faire attention à dormir. Ça on l'oublie. Oui, on l'oublie souvent. C'est 8 heures par jour. Voilà. Très bien. En tout cas, une activité physique régulière. En tout cas, on souhaite bien évidemment une belle réussite à cet événement. Et n'hésitez pas à revenir annoncer les événements à venir parce que je sais qu'ils vont être nombreux et qu'ils le sont tout au long de l'année. Merci Fifi. On va aussi, les filles, vous avez pu tout à l'heure justement apprécier les talents de Abdelhakim, n'est-ce pas? Voilà. On avait hâte de venir sur le plateau et partager ça avec vous. Très bien. On va peut-être finir aussi par un rappel. Abdelhakim. Alors, je vous invite à venir, Inch'Allah, le 30 avril, au Théâtre National algérien Mahidine Bachtarzi, à 19h30, pour célébrer avec nous la journée internationale du jazz. Très bien. 3 formations à c'est ça, très important aussi. Puis Tinnit, puis Abdelhakim Steps. C'est une initiative personnelle, presque collective et personnelle. Indépendante, on va dire. C'est un collectif de musiciens, d'artistes. On est très souvent ensemble. On essaie de faire des choses aussi ensemble.
Et voilà, il y a un public pour tous les genres. On a comme les 3 groupes sont très influencés par le jazz, par le style Hadaya. Je ne dis pas que personnellement, moi je ne me considère pas comme un jazzman ou quelqu'un qui fait du jazz, mais j'ai une influence pour avoir écouté beaucoup ce style musical. Qui se, donc, parfait. En tout cas, le rendez-vous est pris. Merci d'être venu partager toutes ces belles choses et tout ce savoir-faire, hein, surtout cet après-midi. Je vous laisse prendre votre gombet, un petit air comme ça pour finir l'émission, puisqu'on arrive à la fin. Les filles, merci. On se retrouvera dès la semaine prochaine avec grand plaisir et merci à vous de nous avoir suivis. Voilà, faire finir l'émission avec cet air, franchement, c'est extraordinaire. Mais merci encore une fois de nous avoir suivis. Nous aurons le plaisir de vous retrouver dès la semaine prochaine à la bonne heure. Très bonne suite des programmes et prenez soin de vous. Et surtout, je remercie toute l'équipe qui m'a accompagnée cet après-midi, la Régie 7 et le Studio 7. Merci, au revoir. On apprécie un petit peu ces airs de Goumbri, signé Abdelhakim Ait Issa.